Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les règles qui s'appliquent en matière de liberté et de droit syndical. Pour cela, nous allons examiner un certain nombre d'étapes du droit interne sur le plan historique, et puis nous allons regarder quels sont les textes internationaux fondamentaux qui s'appliquent en la matière. Quand nous examinons l'histoire du droit interne en matière de liberté et de droit syndical, eh bien, nous commençons par une étape difficile qui est en fait l'interdiction. La loi Le Chapelier de 1791 a interdit les corporations et a donc interdit tous les groupements. Le droit syndical était donc un droit illégal, ce droit n'existait pas. Et puis nous allons franchir une étape. Nous allons passer à une étape où il va y avoir reconnaissance de la liberté syndicale. Et tout d'abord, reconnaissance de la liberté syndicale dans la cité. C'est en 1884 la loi Waldeck-Rousseau, et c'est à partir de cette date que vont se créer des syndicats qui vont se regrouper en particulier dans les bourses du travail, où les salariés vont pouvoir s'informer sur leurs droits. Et de premières conventions collectives vont être négociées au niveau des branches d'activité. Ensuite, en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, va être édicté le préambule de la Constitution, le préambule de la Constitution de la 4e République, et la liberté syndicale va donc devenir une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle. Mais à ce stade, la liberté s'exprime dans la cité. La liberté suppose que chaque personne a une prérogative, elle a la liberté d'agir, et cela ne suppose pas une intervention de l'État ou de l'employeur pour permettre l'existence de cette liberté. Le pouvoir doit s'abstenir. Et puis nous allons franchir une nouvelle étape. Il n'y aura plus simplement liberté syndicale, mais en plus de cette liberté, nous aurons un droit syndical. Cela signifie que l'État, l'employeur, doivent mettre à disposition des personnes des moyens pour leur permettre d'exercer effectivement leur liberté syndicale, en particulier dans l'entreprise. C'est bien entendu après les mouvements de mai 68 et après le protocole de Grenelle que le droit syndical va être reconnu dans l'entreprise et ces dispositions vont être reprises dans une loi. Par la suite, une des lois Auroux de 1982 va venir renforcer le droit syndical dans l'entreprise. Et puis, parmi les grandes dates, nous allons avoir une nouvelle réforme en 2008 qui va venir modifier un certain nombre de règles, notamment pour la représentativité syndicale au sein des entreprises. Au niveau international, l'ONU a produit un certain nombre de textes et l'ONU a en particulier produit 2 pactes. Nous avons le pacte international sur les droits civils et politiques qui affirme que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres pour constituer des syndicats et toute personne peut adhérer au syndicat de son choix. Ce qui est très important ici, c'est que ce pacte est le pacte sur les droits civils et politiques. Et dans ce pacte sur les droits civils et politiques est reconnue la liberté syndicale. Cela signifie que la liberté syndicale est bien évidemment une liberté qui s'exerce entre employeurs et salariés sur les lieux de travail, mais cela signifie que la liberté syndicale est une liberté fondamentale pour apprécier le degré de démocratie dans une société. Autrement dit, la liberté syndicale est un critère d'appréciation de la démocratie dans un pays. Nous avons un second pacte qui est le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels que nous appelons en droit le PIDESC et ce pacte reconnaît de la même manière le droit pour toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'y affilier. Mais le droit international est intervenu par le biais de l'Organisation internationale du travail et ce dès 1919 après la Première Guerre mondiale dans le traité de Versailles. Le traité de Versailles est critiquable par bien des côtés, mais ce traité de Versailles a créé la plus ancienne organisation internationale, l'Organisation internationale du travail, qui, comme son nom l'indique,
prévoit un certain nombre de droits dans le domaine du travail. Et parmi ces droits figure en premier lieu le droit d'association, c'est-à-dire le droit syndical. À la suite de ce traité de Versailles, ont été élaborées un certain nombre de conventions qui sont les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Nous allons trouver la convention numéro 87, on nomme les conventions de l'OIT par leur numéro, convention qui porte sur la liberté syndicale et donc la protection du droit syndical qui date de 1948, qui a été ratifiée par la France. Nous allons trouver ensuite la convention numéro 98 qui porte sur le droit d'organisation et de négociation collective, qui a été ratifiée par la France et qui date de 1949. En droit international, en droit de l'OIT, la liberté et le droit syndical sont des droits fondamentaux qui vont permettre, par la négociation collective, la réalisation effective de tous les autres droits. Dans ce cadre, en 1998, une déclaration sur les droits fondamentaux a indiqué que chaque État doit respecter, promouvoir et réaliser la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Cela signifie que tout État adhérent de l'OIT, d'une part, ne doit rien faire qui aille à l'encontre de la liberté syndicale, doit promouvoir cette liberté syndicale, mais de manière encore plus intense, doit réaliser, doit permettre la réalisation effective de cette liberté syndicale et de ce droit syndical. Ces conventions de l'OIT sont contrôlées dans leur application par le Comité de la liberté syndicale, qui est donc un comité d'experts qui rend des rapports pour vérifier comment, dans chaque État, sont effectivement respectés liberté et droits syndicaux. Au niveau international régional, c'est-à-dire au niveau du Conseil de l'Europe, la liberté et le droit syndical sont également prévus. Nous avons ici deux textes fondamentaux. Nous avons la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cette convention, dans son article 11, qui est en harmonie avec les dispositions internationales, bien évidemment, de l'ONU et de l'OIT, prévoit donc le droit de fonder des syndicats et le droit de s'affilier à ces syndicats. Et cette convention donne lieu à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, jurisprudence particulièrement novatrice qui veille à faire respecter par les États la liberté syndicale. Et puis d'autre part, nous avons la Charte sociale européenne révisée, Charte sociale européenne signée en 1961 à Turin et révisée à Strasbourg en 1996, qui prévoit explicitement la liberté syndicale. Et cette charte fait l'objet d'un contrôle par le Comité européen des droits sociaux, qui est amené à rendre des décisions, là encore, quand notamment un certain nombre d'États ne respectent pas un certain nombre de prérogatives qui sont prévues dans cette charte en matière de liberté et de droit syndical. Donc, le droit international, le droit de l'OIT, le droit plus globalement de l'ONU, le droit du Conseil de l'Europe, ce droit international est d'un apport considérable pour faire respecter la liberté et le droit syndical. Au niveau de l'Union européenne, eh bien, au niveau de l'Union européenne, nous n'avons pas de texte en matière de droit syndical. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Union européenne n'est pas compétente en matière de droit syndical. Il en est ainsi depuis le début de la construction européenne. La question des libertés syndicales et du droit syndical relève de la prérogative de chacun des États, et cela est réaffirmé dans le traité de Lisbonne et en particulier dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, nous avons aujourd'hui un droit syndical qui est relativement développé en ce qui concerne les règles applicables, et ce droit international et le droit international vient compléter les règles internes. Par conséquent, quand nous abordons les questions de liberté et de droit syndical, il est tout à fait pertinent d'examiner à la fois les dispositions qui existent au niveau interne et les dispositions qui existent au niveau international, que ce soit de l'OIT ou du Conseil de l'Europe.
Thank you.